Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est juste avant les stages, j'ai une petite heure devant moi. On va essayer de passer en revue quelques questions parce que j'ai encore des questions que j'ai attrapées ça et là. On me demande souvent où est-ce que tu trouves toutes ces questions. Il y a toutes celles que j'attrape sur le forum de Régénère. C'est là où je vais m'inspirer beaucoup. Je n'ai pas obligatoirement le temps d'y répondre directement. Mais par contre, je les lis dans les commentaires. Et donc c'est à partir de toutes ces remarques qui me sont remontées qu'on peut faire ces questions-réponses vidéo. Le but, c'est pas de jouer à l'agence de renseignement. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais plutôt de s'entraîner. C'est un peu de la musculation rationnelle, on va dire. On essaie d'avoir un nouveau regard sur le corps humain, sur les symptômes qui peuvent nous arriver, pour avoir une meilleure moyenne d'action. La compréhension précède l'action, on comprend ce qui se passe, et donc ensuite on agit en conséquence, en connaissant les besoins et en connaissant les conséquences. Et, et donc, le but de ces vidéos, c'est avant tout de s'entraîner, c'est-à-dire au travers de situations qui nous sont présentées, de réfléchir ensemble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment une construction en cours, une réflexion en cours, rien n'est figé, rien n'est définitivement arrêté. De toute façon, quand on se rend compte qu'on est en train de découvrir, par exemple, l'immense prépondérance du domaine bactérien chez l'humain et son importance capitale, bon, mais ça, c'est quelque chose encore il y a 10-15 ans, hein, c'était complètement ignoré. Donc, c'est un savoir qui est en perpétuelle évolution. Et ce sont des modèles qui demandent à se raffiner, à s'affiner. Actuellement, bon, on a quelque chose qui marche très bien pour bon nombre de personnes, et puis il y a les cas particuliers. Et le but de toutes ces vidéos, et le but de tous ces raffinements, on va dire, hein, à chaque fois, c'est d'aller un peu plus dans le cas particulier. Parce que c'est vrai que pour la majorité, ça marche très très bien. Un simple changement de régime alimentaire, d'hygiène de vie, marche suffisamment et permet d'arriver à un état d'énergie, d'endurance, de joie, de disponibilité, d'envie d'y aller, quoi, d'une certaine manière, mais qui est satisfaisant, qui est plus que satisfaisant. Et donc c'est tous ces témoignages qu'on voit sur le livre d'or, par exemple, du site, dans lequel on voit vraiment des choses qui tiennent du, entre guillemets, miraculeux. C'est vrai que ça vient vite pour certaines personnes. Et puis il y en a d'autres, par contre, qui restent sur le bord. Alors, comme je le dis souvent dans les vidéos, l'un des facteurs limitant, souvent, c'est la fatigue nerveuse. Hein, plus une personne est fatiguée nerveusement. En fait, ce qui va être limitant, c'est la fatigue nerveuse, donc le potentiel que va avoir le système pour mettre en œuvre, hein, les opérations de réparation. Et l'autre, ça va être le capital de l'individu, le capital minéral, le capital hormonal, hein, voir dans quel état est son système endocrinien. Parce qu'il faut bien comprendre que la guérison se fait, la guérison advient, en s'appuyant sur quoi? Sur les organes du corps et sur les ressources du corps. Alors nous, notre travail, notre responsabilité, c'est ce que j'appelle la dimension du soin, c'est de les bonnes conditions. Mais la guérison n'est pas de notre apanage. C'est pour ça que je lisais encore, il y a quelques temps, un article où on disait Thierry Casanova prétend guérir ça, et j'ai dit non mais attends, je prétends guérir rien du tout. Et c'est bien malin celui qui prétendra guérir quoi que ce soit. Non, on s'appuie sur les ressources propres du corps pour permettre la guérison. Et cette guérison, elle est potentielle. C'est ce qui fait que c'est pas à tous les coups on gagne. Il y a parfois des petits raffinements. Donc souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est si ça ne marche pas, c'est que il manque des éléments. Disons que le monde n'est pas arbitraire pour moi. Le monde n'est absolument pas arbitraire. Il est régi par des lois immuables d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, effectivement, on a l'impression de vivre dans un arbitraire. Si tu pars du principe que l'alimentation et la santé, c'est deux trucs qui n'ont strictement rien à voir, tu ne vas jamais entamer une réflexion par rapport à ton alimentation et effectivement, tu ne verras pas de différence. Donc, l'important là pour moi, c'est d'arriver à cerner quels sont les paramètres. Si tu te dis le sommeil c'est pas un paramètre important, tu vas faire n'importe quoi avec ton sommeil. Si un jour on t'interpelle et on te dit non mais attends, le sommeil est essentiel pour la récupération, pour la reconstruction, pour l'élimination, c'est une phase que tu ne peux pas éviter et que finalement si tu ne fais pas attention à ton sommeil et que tu fais n'importe quoi au niveau de tes rythmes de vie, tu auras beau manger la meilleure alimentation qui soit, ça va pas marcher ou en tout cas ça marchera beaucoup 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 moins. Mais là c'est ça, c'est arriver à cerner tous les paramètres et donc on en rajoute
Et il y en a pour certains pour qui ça ne fait pas sens. Ils n'en ont pas besoin de ces paramètres. Parce que pour eux, ils ne clochent pas. Donc c'est vraiment comme ça que je voudrais qu'on voit ces vidéos. Ce n'est pas des propositions qui invalident les précédentes. Hein. Il faudrait arriver à sortir d'une pensée excluante, mais pour rentrer dans une forme de pensée incluante. C'est-à-dire que l'expérience suivante n'invalide pas la précédente. Elle vient se surajouter. Elle vient se surajouter pour élargir le champ des perspectives. Et c'est vraiment tout le but de ces questions-réponses. C'est d'arriver à élargir le champ de ces perspectives. Et c'est pour ça que souvent, j'aime bien parce que ça va aller très très large. Ça va aller autant le point de vue physique que émotionnel, que voire même spirituel. Parce que je crois, c'est un postulat, je crois aussi à l'unicité de ces lois. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas les lois du monde physique, et puis les lois du monde spirituel, et puis les lois psychologiques. Il y a des lois, qui prévalent, et ces lois, elles ont différentes manifestations hein, en fonction des secteurs de vie que l'on considère. Et donc le but de ces questions-réponses, c'est juste ça. C'est juste de partir à l'aventure, d'apporter ma contribution personnelle sans avoir l'arrogance de penser qu'elle est unique. Au contraire, d'apporter ça et de dire à chacun, regardez, tenez, si ça fait sens pour vous, tant mieux, ça vous aura apporté un outil pour rentrer vers plus de compréhension et donc une meilleure action, arriver à cerner les paramètres qui vous manquent encore pour arriver à ne plus souffrir et être dans un état de survie. Voilà, ça c'est ma contribution. Voilà, moi j'attire l'attention là-dessus. C'est pour ça que souvent on me dit, ouais mais Thierry, t'as pas parlé de tel sujet. Non, mais j'en ai pas parlé, je sais bien. Je ne prétends pas l'exhaustivité. Je parle de ce qui fait sens pour moi, au travers aussi des situations que je rencontre, des personnes que je rencontre, des problèmes, hein, des murs hein, que l'on rencontre. On se forge aussi, on forge notre travail, notre recherche en fonction des difficultés qu'on va rencontrer. Un tel parent va commencer à s'intéresser à l'épilepsie parce que son enfant est épileptique. Sinon, dans l'absolu, on peut s'intéresser dans l'absolu à l'épilepsie, mais on ne va pas être très motivé parce que de toute façon, des secteurs d'intérêt sur lesquels porter sa recherche, il y en a des centaines de milliers. Donc là, on va être contraint aussi en fonction de ce que nous allons rencontrer. C'est aussi ces vidéos. C'est pour ça, souvent on me dit oh, t'as pas traité tel sujet, faites-le. Wow, merci quoi, parce que ça va me simplifier la vie. On m'a déjà repris pas mal de fois par exemple sur les métaux lourds. J'ai déjà dit je suis pas un spécialiste des métaux lourds, je me sens pas autorisé. Je suis doucement en train de me former, d'essayer de comprendre un petit peu les enjeux pour peut-être un jour amener à m'exprimer là-dessus, mais pour l'instant non, parce que j'ai pas le niveau, j'ai pas la compréhension du phénomène et je sais que c'est quelque chose qui est très sensible et qui pourtant demande une attention particulière parce que pour certaines personnes ça peut être vraiment un facteur crucial, un levier sur lequel jouer. J'ai encore eu un témoignage là ce matin magnifique, quelqu'un qui avait fait le stage à Paris avec moi et qui souffrait de narcolepsie et qui m'a dit voilà, avec un protocole de détoxination des métaux lourds, waouh, la fibromyalgie, toutes les douleurs, la narcolepsie, ça part. Donc oui, il y a un facteur là, mais il faut le connaître. Il faut arriver à cerner tous ces petits facteurs. Et donc l'hygiène intestinale est ultra importante, hein, mais si tu as des métaux lourds, tu auras beau avoir une hygiène intestinale excellente, tes métaux lourds seront ce qui te tirera en arrière. Donc voilà, arriver à mettre un petit peu tout ça en cohérence, c'est le but de ces vidéos. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas passer trop de temps à faire une introduction. Est-ce que j'avais des annonces à faire? Non, j'en ai pas vraiment, cette fois-ci, non. Non, même pas. Pas de pub. Si, il y a le stage niveau 2 là, en septembre qui se remplit de plus en plus. Et on mettra, j'espère début juillet, en ligne les informations pour les stages d'octobre. Il va y avoir 2 stages à la Toussaint, niveau 3, et puis un autre stage qui est encore en train de se définir, un peu surprise. Donc les informations seront en ligne début juillet. D'ailleurs, pendant l'été, je vais mettre la pédale un petit peu douce. Hein. Je vais me focaliser tout fin juin pour terminer cette série de vidéos sur les enfants, vous les offrir, et juillet, je pense que ce sera un rythme tranquille, une petite vidéo par semaine, en fonction de l'inspiration, mais avec tout le contenu aussi qu'il y aura eu dans cette série sur les enfants, je pense qu'il y aura matière à se nourrir pendant pas mal de temps. En tout cas, moi j'ai été nourri par les rencontres aussi avec les personnes que j'ai interviewées. Alors on est parti pour les questions. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis ça ? 84% des Français pour l'interdiction de la vente des pesticides. Je vois pas trop le lien. Pourquoi on a dit ça? Ouais, bon. Tu voudrais que je dise ce que j'en pense? Mais ce que j'en pense, enfin, je veux dire, c'est pas le plus important, mais on peut interdire de vendre les pesticides. Le truc, c'est que de toute façon, la question, c'est qui est-ce qui les achète? Interdire la vente de quelque chose, pour moi, c'est un peu illusoire. Il ne s'agit pas de manifester pour interdire la vente, il s'agit d'arrêter d'acheter. Et pour arrêter d'acheter, il faut faire passer l'information. Je pense que c'est plus important que de signer des pétitions, à titre personnel. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais
Tous ces trucs-là dans lesquels on demande à quelqu'un de le faire pour nous, on demande à l'État de le faire pour nous, on demande au supermarché, s'il vous plaît, enlevez ces pesticides, parce que sinon je suis trop tenté. Ben non, 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 c'est l'éducation, hein. L'éducation, elle est là pour ça, pour arriver à se balader dans un rayon où il y a de l'alcool et pas se jeter sur les bouteilles d'alcool. De se balader sur un rayon où il y a des pesticides et ne pas se jeter sur les pesticides. Ça, c'est la vraie éducation. Parce que sinon, si on est dans une société finalement de l'interdiction, de la répression, il n'y a pas réellement de travail de l'individu. Il n'est pas transformé. Absolument pas transformé. Ce qui fait que si un jour il se retrouve confronté à de l'alcool ou des pesticides, il les prendra. Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Donc c'est pour ça, je ne suis pas fanat de ça. J'imagine que c'est pour ça qu'on m'avait mis ce petit message. Je ne suis pas très fanat de toutes ces pétitions. Je trouve que c'est un peu vain. Alors. Démangeaisons et divers troubles. Bonjour, je m'appelle Bastien, un homme de 20 ans qui depuis un an subit divers troubles allant d'une grande fatigue, d'émictions très fréquentes pouvant aller jusqu'à 30 fois par jour avec une urine en très petite quantité et quasiment transparente. J'ai également souvent mal au ventre, tous mes symptômes sont d'après les divers prises de sang et tests urinaires sans cause apparente. On va voir ça. Ça c'est intéressant, sans cause apparente. Donc ça serait arbitraire, ça vient comme ça par hasard. Ça c'est pas possible. Quand on te dit sans cause apparente, quand on te dit idiopathique, c'est pas idiopathique. C'est juste que on ne connaît pas les paramètres. Hein. Si tu te retrouves face à n'importe quel tableau et que tu n'as pas les clés pour le comprendre, tu vas dire ah mais ça c'est juste de la couleur jetée sur le tableau. Non, il y a des clés, il y a des paramètres qu'il faut comprendre. Et l'humain c'est un petit peu pareil. Il faut arriver à détecter. Et là déjà dans ce que tu m'as dit, tu vas voir, il y a énormément d'éléments. De plus, mon principal trouble qui me gâche la vie est d'intenses démangeaisons du cuir chevelu et un visage et du visage me faisant perdre cheveux et poils de soucis les barbes. Ces troubles sont apparus après l'arrêt des applications des diverses crèmes dermatologiques pour acné qui selon moi empêchaient auparavant ces troubles de se manifester. J'ai également perdu près de 8 kg lors de cette dernière année et développé, je pense, une dépression induite de mes symptômes. Ou serait-ce elle aussi un symptôme ? C'est ainsi que je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une vie normale et saine. Oui. Alors Bastien, qu'est-ce qu'on entend? On entend fatigue, on entend miction très fréquente. Alors miction très fréquente et fatigue, pourquoi est-ce que ça va de pair? Parce qu'il y a cette fameuse hormone qui s'appelle l'aldostérone, qui est produite par les glandes surrénales, qui permet de réabsorber le sodium et donc de réabsorber aussi l'eau et de garder l'eau à l'intérieur du corps. Plus les personnes sont fatiguées, plus elles vont avoir des mictions fréquentes. Le fait que l'urine soit transparente indique aussi que la fonction rénale elle est déficiente. Ça ne filtre pas, parce qu'une urine qui filtre des produits, elle ne doit pas être transparente, hein, elle doit être jaune clair. Hein, c'est toujours la question de l'urine. L'urine sert à évacuer des produits toxiques, des déchets. Donc elle doit être automatiquement acide, jaune clair, chargée de sédiments. Elle doit évacuer quelque chose. Si c'est juste de l'eau, c'est juste que tu es en train de te vider de ton eau. Donc tu es en train d'avaler de l'eau, de la rejeter parce que tu ne la fixes pas. Tu ne la fixes pas la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de sodium biodisponible dans ton organisme pour retenir l'eau. Et l'aldostérone, cette hormone qui est produite par les glandes surrénales, participe à réabsorber le sodium et donc à garder le sodium. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont en fatigue chronique sont en carence de sodium, sont déshydratées parce qu'elles ne gardent pas leur eau, ont des mictions fréquentes de l'urine claire. Donc fatigue. Tu as également mal au ventre, ok, et intense démangeaison au cuir chevelu au visage me faisant perdre dépression, dépression, fatigue, épuisement, hein, c'est tout simple, hein, je veux dire, on se demande souvent qu'est-ce que c'est que la dépression. La dépression, cliniquement parlant, on décrit de plus en plus ça comme un manque d'approvisionnement de sang et d'oxygène au niveau du cortex frontal. Hein, à ce niveau-là, là, le lobe frontal, eh bien, c'est un défaut d'apport de sang et d'oxygène. Alors, défaut d'apport de sang et d'oxygène, il peut être lié à des multiples raisons, mais la fatigue en est une, parce que les glandes surrénales et tout ce qu'on appelle l'énergie nerveuse du corps, elle est là pour faire monter le sang jusqu'à la tête. Mais là, il faut lutter contre finalement la force de gravité. Et donc c'est là où on mesure que plus une personne est fatiguée, moins ça va monter à la tête, moins ça va rejoindre les extrémités. Hein. C'est pour ça que finalement on se retrouve avec des personnes qui ont froid aux mains, froid aux pieds, mais je leur dis mais au niveau de la tête aussi, au niveau de la tête ça n'arrive pas. Donc ça c'est une des raisons majeures de la dépression, en plus de l'endotoxicité, c'est-à-dire la production de matériaux toxiques et de neurotoxiques par le corps, mais c'est tout ce qui va arriver au niveau du lobe frontal. Donc fatigue induit automatiquement dépression. Perte de poids,
Alors, tu vois, quand on parle de fatigue chronique, il y a toujours deux stades. On va se le faire ensemble, hein, on réfléchit ensemble. Quand on parle de fatigue chronique, en réalité, il y a deux stades. Il y a le stade d'alerte, c'est-à-dire tu es une personne normale, tu vis normalement. Tu as un stress massif qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tes glandes surrénales produisent une hormone qui s'appelle le cortisol en grande quantité. Le cortisol étant une substance qui va permettre, une hormone, mais qui va permettre l'adaptation physiologique à la situation qu'on appelle le stress. Adaptation physiologique qui va passer par un blocage de la digestion, un blocage de l'assimilation, le fait de consommer ses propres réserves, ses cataboliques, retard de cicatrisation, retard de fonctionnement du système immunitaire, globalement ralentissement de tout le corps. Ensuite, quand les stocks de cortisol sont épuisés, à ce moment-là, on tombe en fatigue chronique. Parce qu'il n'y a plus de production de neurotransmetteurs et d'hormones par les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont vraiment le siège du fonctionnement du système nerveux autonome, en particulier avec la production d'un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline. Donc quand les glandes surrénales commencent à être dans le rouge, à ce moment-là, tout s'écroule au niveau des neurotransmetteurs et des neurohormones et des hormones. Et donc à ce moment-là, la personne est épuisée. Là, de ce que je lirais, il y aurait des symptômes mixtes des deux, c'est-à-dire troubles, douleurs au niveau des intestins, blocage des fonctions digestives liées au cortisol, perte de poids liée au cortisol, ça indique clairement, le fait que le cortisol est très très haut, et en même temps il y a de la fatigue qui s'est installée. Alors souvent on me dit mais l'aldostérone, cette fameuse hormone, comment ça se fait qu'elle ne soit plus produite alors qu'on produit encore du cortisol? Donc les glandes surrénales produisent beaucoup de cortisol et pourtant elles ne produisent pas de l'aldostérone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol et l'aldostérone, ce sont deux hormones mais qui ont la même base. Elles sont élaborées à partir du cholestérol. Ensuite, le cholestérol est transformé dans une hormone qui s'appelle la prégnénolone, qui est le précurseur de l'aldostérone et du cortisol. Si toute la production de prégnénolone va pour faire du cortisol, il n'y aura pas assez de matériaux, physiquement parlant, pour produire de l'aldostérone. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en carence de cette hormone, donc en déshydratation. Il y a l'eau qui nous traverse, on ne retient pas le sel. Donc, dans ton cas, moi, tout ce que je vois, alors les démangeaisons, pourquoi démangeaisons? C'est inflammation. Fatigue chronique, ça va obligatoirement avec inflammation. Pourquoi? Parce que fatigue chronique égale fatigue de tout le système éliminatif. On n'élimine pas, ça ne circule pas. Et très très souvent, ça s'accumule au niveau de la peau. La fonction, en plus ton métabolisme est certainement ralenti, donc tu vas beaucoup moins transpirer. Donc l'évacuation des produits toxiques qui se trouvent dans la couche subcutanée va se faire de façon moindre. Et donc au final, on va se retrouver avec une moindre élimination au niveau de la peau, démangeaisons au niveau de la peau. Donc là, la solution, elle est simple. Il y a un crash. Est-ce que c'est le rythme de vie? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que quand on est parti dans une boucle de stress, je cite toujours les travaux de mon ami Laurence Desjardins, quand on est parti dans une boucle de stress, le meilleur moyen d'en sortir est de pousser le système dans un sens qui s'appelle le système calme-contact, qui est le système un petit peu qui contrebalance le système du cortisol, qui est le système lutte ou fuite. Mais pour ça, c'est le massage. Le massage fait par une autre personne, au moins 20 minutes par jour pendant 3 semaines. Et ça, c'est vraiment une façon de forcer le système dans le fonctionnement de repos. Donc ça, pour moi, c'est une voie thérapeutique majeure, le massage, vraiment majeur dans ces cas-là. Et sinon, tu as tout ce qui est plantes adaptogènes, tu as le mélange surrénal chez ABC de la nature, le mélange glande endocrine aussi, tu as l'ashwagandha, tu as le tribulus terrestris, tu as énormément de plantes que je cite régulièrement, qui sont dites plantes adaptogènes, qui sont excellentes, le maca aussi, qui est une plante excellente. Tu as le soleil, tu as le fait de marcher pieds nus, tu as le fait de te prendre des bains de bicarbonate pour la peau, pour désenflammer cette zone sous-cutanée, le bain de bicarbonate en entier, ça va te permettre de drainer énormément de toxines, et si ton système ne le fait pas de lui-même parce qu'il est fatigué, ça va aider. Et puis petit à petit, en fait, le jeu, ça va être simple. Ça va être d'un côté de soulager le corps au niveau de la fonction éliminative. Donc ça veut dire quoi? Déjà, arrêter de mettre des produits toxiques. Donc réforme alimentaire, réforme du mode de vie globalement, si tu es exposé à des agents polluants, à des perturbations électromagnétiques, ainsi de suite. Déjà, tu n'en rajoutes pas, premièrement. Deuxièmement, tu facilites le processus d'élimination de l'ancien. Donc pour faciliter le processus d'élimination de l'ancien, mais qu'est-ce que c'est? C'est favoriser tout ce qui est émonctoriel, donc favoriser le fonctionnement des reins, avec des jus, avec des plantes qui vont favoriser le drainage par les reins, favoriser le fonctionnement intestinal avec des plantes, avec des lavements, avec du psyllium, qui vont là aussi drainer, favoriser l'élimination au niveau de la peau,
avec le brossage à sec, avec des bains de bicarbonate de soude. Voilà moi ce que je ferais pour d'un côté arrêter d'en rajouter et de l'autre côté favoriser l'élimination. Là déjà tu soulages le système à ce niveau-là. Donc ça c'est le travail que tu enlèves au système. Donc tout ce travail que tu lui enlèves, le travail de traitement de déchets toxiques et le travail d'élimination, puisque quelque part tu l'aides par tes pratiques, il gagne tout ça, c'est une espèce d'économie qu'il fait pour se réparer lui-même. Deuxièmement, il y a tout le côté réparation volontaire, on va dire, donc le massage, ça c'est excellent. Les bains de soleil, en quantité nécessaire et modérée, mais les bains de soleil sont extraordinaires pour recharger le système nerveux. Le repos, faire des siestes aussi souvent que possible. Marcher pieds nus aussi pour se décharger, c'est très très bon. Et sur le plan physiologique, les bains de bicarbonate de soude, on en a parlé dans l'autre partie. Et avec ça, d'un côté, tu vas apporter des éléments qui vont renourrir le système nerveux, qui vont le recharger. L'alimentation aussi, avec pas mal de fruits, va y participer. De l'autre côté, tu vas le soulager d'une partie de son travail. Et surtout, bien sûr, sortir des conditions, a priori, c'est la chose la plus importante, sortir des conditions qui ont fait que ce stress, que cette fatigue ont pu apparaître. C'est un trouble de civilisation majeur. Donc, j'en suis complètement conscient. Voilà, bon, c'est un guideline, c'est une direction que je te propose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça c'est une question de, je ne sais pas de qui, de Nicolas. Alors, je n'arrive pas à lire ta question. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le chiropracteur John Bergman, qui fait également des vidéos gratuites sur YouTube, mais ça rejoint Thierry, c'est passionnant. Il rappelle souvent ce point que le corps est intelligent. Et donc ses réactions sont sensées et intelligentes. Partant de ce postulat, je me demande quelle est selon vous l'utilité de la 5-alpha réductase. Cette enzyme contribue à la calvitie. Je me demande pourquoi un beau jour le corps qui n'en produisait pas, pouf, se met à en produire afin de créer de la dihydrotestostérone. Car on ne naît pas avec la 5-alpha réductase. Donc je me demandais, selon vous, quel est le but du corps dans la production de cette enzyme? Pourquoi se met-il à produire et dans quel but? Alors, la 5-alpha réductase, oui, c'est une enzyme qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, la fameuse DHT. Et la DHT, effectivement, on la rend souvent responsable de la calvitie. Alors, le problème, cette histoire de calvitie hormonale là, liée à la testostérone, je crois qu'il y a quand même aussi une énorme arnaque. On se rend compte que ce n'est pas tant la quantité de DHT qui est à remettre en cause, la quantité de dihydrotestostérone, plutôt que la sensibilité des récepteurs à la dihydrotestostérone. Qu'est-ce qui modifie la sensibilité des récepteurs? Qu'est-ce qui modifie la sensibilité des récepteurs à la gréline, par exemple, pour les questions de prise de poids, cette hormone de l'appétit qui fait que certaines personnes le sentent trop ou ne le sentent pas assez. C'est l'inflammation, c'est la hypersensibilité ou l'hyposensibilité chez les personnes anorexiques et l'hypersensibilité chez les personnes qui sont plutôt de nature obèse. C'est l'hypersensibilité à la gréline, des récepteurs à la gréline. Mais là, c'est exactement la même chose. Il y a une hypersensibilité au niveau de la tête, il y a une hypersensibilité des follicules pileux et qui va faire que il va y avoir une diminution finalement de la production du cheveu. En fait, le cheveu il va mourir très très tôt. Il pousse. Les gens qui ont une calvitie, en fait, ils ont des micro-cheveux, mais il y a un renouvellement permanent. C'est un petit peu comme si le follicule pileux, il produisait. Et donc ça tient de l'inflammation. Parce que le problème, c'est que c'est bien joli de bloquer la 5-alpha réductase. C'est un peu comme quand on prend des médicaments anti-cholestérol pour supprimer le cholestérol dans les artères. Oui, mais le cholestérol, il sert à autre chose. La DHT, c'est pareil. La DHT, elle sert au niveau du crâne. La DHT, elle sert un petit peu partout dans le corps. C'est la fraction utilisable de la testostérone. Si tu commences à bloquer la production de DHT à l'échelle de tout le corps, tu as énormément de réactions métaboliques essentielles qui nécessitent la transformation de testostérone en DHT qui ne vont pas avoir lieu. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la DHT se lie
3 à 5 fois plus que la testostérone à ses récepteurs. C'est pour ça que si on bloque la production de DHT, tu vas te retrouver, malgré le fait que tu as de la testostérone, avec tous les symptômes cliniques d'un manque de testostérone. Parce qu'elle ne sera pas transformée dans son métabolite, la DHT, qui est énormément plus volontaire pour se lier aux récepteurs. Donc là, je crois que c'est un faux problème. Chaque fois qu'on parle d'une enzyme qui ne serait pas à sa place, qui viendrait mal et ainsi de suite, moi je crois que ce qu'on ne mesure pas, c'est les effets de l'inflammation et de l'acidité sur le corps humain. Ça rend des récepteurs plus sensibles. Le problème, c'est pas le produit. Si tu supprimes la DHT, tu vas avoir des gros problèmes. Le problème, c'est la sensibilité des récepteurs. Sensibilité des récepteurs, on dit inflammation. Inflammation, on dit toujours la même chose. Mode de vie, alimentation, rythme de vie, manque de sommeil. Polluants, exposition aux polluants. Et on revient toujours sur la même chose. C'est pour ça que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a une véritable multitude d'expressions de phénomènes qui à la base sont peu, sont simples. Il y a le phénomène de l'inflammation. L'inflammation, pour certains, ça va amener une hypersensibilité des récepteurs à la gréline, pour d'autres une hypersensibilité au niveau de la tête, qui va faire qu'ils vont se retrouver en calvitie, mais à la base, le problème c'est le même, c'est inflammation qui conduit à une hypersensibilité des récepteurs. Et cette hypersensibilité des récepteurs, c'est ça qu'il s'agit de faire diminuer plutôt que d'aller supprimer les produits eux-mêmes. Parce que c'est un peu comme quand on bloque les oestrogènes pour les cancers soi-disant hormonaux dépendants, tu bloques les oestrogènes, sauf que les oestrogènes dans le corps, ils ont des tas d'autres actions que simplement le développement mammaire. Donc ça a des conséquences, là aussi importantes. Donc diminution de l'inflammation au niveau de la tête. On parle toujours de la même chose. Dégager les intestins, parce qu'il y a un lien entre la tête et les intestins finalement, et d'une certaine manière, la partie cérébrale se vide, se draine dans les intestins. Deuxièmement, nourrir le corps, nourrir avec des produits qui vont reminéraliser et diminuer l'inflammation, travailler sur le rythme de vie globalement, pour calmer aussi toute cette inflammation, et les cheveux peuvent repousser. D'ailleurs, souvent, la repousse des cheveux est une conséquence non voulue, non recherchée d'un changement de mode de vie. Moi, j'ai eu pas mal de témoignages, je sais que j'en ai vu plusieurs dans le livre d'or, de gens qui disent « Ah ben voilà, mes cheveux ont recommencé à pousser, je ne m'y attendais pas. » Parce qu'il n'y a rien de spécifique. Je pense que c'est très très important de sortir de cette notion de la spécificité. Tant qu'on est dans une approche qui est une approche symptomatique, on se dit pour tel mal, il faut telle chose. On peut, ça, le transposer tel quel. On se dit, il faut tel jus pour telle maladie, tel jus pour telle maladie. Mais on rate la cible. Pour ça, moi, je reçois sans cesse des messages, j'ai telle pathologie, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme jus? Et chaque fois, je leur dis le même truc, c'est n'importe lequel. N'importe lequel change, varie, et surtout des produits qui sont les plus locaux possibles, poussés dans un sol le plus riche possible en micronutriments, parce que c'est ça qui va t'apporter la quantité minérale, varie au cours des saisons, mais tous les jus sont bons. Alors on va pouvoir peut-être orienter un tout petit peu avec certains jus, plus ou moins, mais en fait je crois que c'est un gros leurre. Cette notion symptomatique, c'est la première qu'il faut sortir de la tête. Il n'y a pas un jus spécifique, il n'y a pas un fruit spécifique qui va guérir quelque chose en particulier. C'est le fait de bombarder le corps avec des micronutriments et de lui donner les bonnes conditions pour restaurer son système nerveux qui va permettre que il va se saisir, les organes du corps vont se saisir de ces aliments nutritifs, de ces micronutriments, et réaliser les transformations qu'ils doivent réaliser via le fonctionnement du système nerveux. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une palette à disposition. Mais ce n'est pas nous qui nourrissons le corps. En fait, ce n'est pas nous qui nourrissons les organes directement. Les organes, ils se nourrissent. Ils prennent ce qu'on leur propose. C'est-à-dire en fonction de ce que vous mettez sur la table, alors mettez sur la table au niveau alimentaire, en fonction de ce que vous mettez sur la table au niveau rythme de vie, en fonction des conditions que vous proposez à votre corps, il va venir prendre là-dedans les moins pires choix. C'est uniquement ça. Donc c'est notre responsabilité à nous, c'est de nous placer dans les bonnes conditions pour que ça puisse advenir. C'est pas bloquer la production de dihydrotestostérone, c'est diminuer l'inflammation globale du corps de manière à ce que cette hypersensibilité n'ait plus lieu. Parce qu'en plus tu as une hypersensibilité au niveau de la tête, mais tu dois avoir une hypersensibilité dans énormément de récepteurs du corps. Donc finalement, en t'occupant de l'inflammation de manière globale, tu ne cibles pas quelque chose en particulier en disant voilà, il faut que je m'occupe de la tête, puis après du bras, puis après de l'épaule. Non, tu t'occupes de l'inflammation globale à l'échelle du corps et tu verras que les améliorations, elles seront globales. C'est pour ça que c'est une approche globale et qui ne passe pas par de la spécialisation. Alors, hop. Alors, EM. EM étant les micro-organismes efficaces. C'est une question de
Oui, j'ai pas ton nom. Bonjour, dans une vidéo, la deuxième faite avec Silou sur les EM, tu dis que tu prends la solution mère non activée. Donc si tu as de bons résultats, ça laisse supposer que les EM1 non activés s'activent une fois dans notre milieu intérieur ou dans le système digestif. Mais quand tu fais des applications sur la peau, prends-tu toujours la solution mère? Ou utilises-tu une solution activée? Et quand on parle des micro-organismes efficaces, quand on parle de solution activée ou de solution mère, on a l'impression que l'activation c'est quelque chose de magique. Tu vois, il y a une espèce de phénomène qui change la nature du produit. Mais il n'y a aucun changement de nature du produit. Le simple fait de tu prends, c'est la différence qu'il y a entre un pain et un levain. Hein. Qu'est-ce que c'est que le levain et qu'est-ce que c'est que le pain? Le levain, ben, c'est une souche bactérienne. Hein. Tu vas la mélanger avec de la farine, tu vas obtenir du pain. Mais le prochain levain, qu'est-ce que ça sera? Ça sera un bout de ce pain. Le pain est devenu levain. Quand tu mets du levain dans du pain, le pain devient levain. Ça devient un gigantesque levain. Ben là, avec les EMA et les EM1, c'est exactement la même chose. Hein. Les EMA, les EM activés, les micro-organismes efficaces activés, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ben, des micro-organismes efficaces qu'on a fait se multiplier. Hein. Donc c'est le passage du levain au pain. Il n'y a pas de processus magique qui se passe. Donc j'utilise indifféremment les EMA ou les EM1. En règle générale, je préfère utiliser les EM mères parce que ils sont garantis au niveau de la composition. Quand on multiplie, hein, quand on passe de la souche finalement ben, au produit fils ou fille comme vous voudrez, ben, on se met dans les bonnes conditions pour qu'il y ait toutes les multiplications bactériennes, mais on n'est pas sûr qu'elles y soient toutes. En partant d'un produit comme les solutions mères, ben on a un produit qui est le plus proche possible de toutes les souches qu'on voulait avoir. Donc voilà l'explication. À l'occasion, ce serait bien de refaire une vidéo avec Silou, spécial EM et la santé, recettes de cuisine et cosmétiques. Non, c'est interdit en France, donc j'ai pas le droit. Cosmétique peut-être, mais alimentaire non, c'est pas autorisé. Donc il faut pas en prendre, c'est mal. Encore une pétition? Bonjour Thierry, au vu de l'énorme arnaque que le gouvernement tente de nous faire avaler avec les recommandations alimentaires du programme Nutrition Santé, j'ai décidé de lancer une pétition pour lutter contre ces mensonges et forcer le gouvernement à commencer à changer les choses. La pétition s'intitule « Pour une nouvelle pyramide alimentaire sans les mensonges des industriels » et sera par la suite envoyée au ministère des Affaires sociales de la Santé. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 17 ans et m'intéresse à la santé. Super. Donc je vais donner ta pétition pour une nouvelle pyramide alimentaire sans les mensonges des industriels. Ouais. Moi, tu connais ma position. Hein. Je crois plus à l'auto-éducation entre nous que d'aller. Tu sais, on est dans une démarche. Et je soutiens ta démarche. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, Emmanuel. Vraiment, merci. Mais on est dans une situation où ça devient complètement paradoxal. C'est-à-dire que on ne peut avoir de relation avec l'autre objet hein, qu'en passant par un médiateur. C'est-à-dire que là, par exemple, pour avoir une alimentation conforme, ben, il faut qu'on aille demander au gouvernement de légiférer de manière à avoir une alimentation conforme. Et ça passe toujours comme ça. On est dans une politique de la médiation et de la délégation. Ça a été institué dès le plus jeune âge, finalement, par l'institution scolaire. Et donc, finalement, on a appris à ne plus faire qu'au travers ben, de la médiation d'un tiers. Le problème, c'est que quand on le fait via la médiation d'un tiers, ben, on est dépendant de ce tiers. On va dépendre de sa bonne volonté, on va dépendre de son rythme, on va dépendre de ses choix. Et c'est là, pour moi, où il y a un gros risque. Je veux dire, la pyramide alimentaire, les industriels ou le gouvernement pourront sortir n'importe quelle pyramide alimentaire. Si derrière, il y a une éducation hein, à l'alimentation qui est faite, hein, une éducation pratique, ben, ça ne prendra pas. Donc je crois plus, moi, à l'auto-éducation entre nous, aux vertus des vidéos, du partage, hein, tout ce que chacun de nous peut faire ben, en rencontrant ses amis et puis en l'interpellant par rapport à ses choix alimentaires, j'y crois beaucoup plus que toutes les pétitions. Pour moi, c'est de l'énergie vraiment dépensée en vain, enfin en vain, en tout cas, on perd beaucoup d'énergie parce que on va s'adresser à un tiers et puis de toute façon, on aura beau mettre énormément d'énergie pour s'adresser à lui, s'il veut dire non, il te dira non, 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 je veux pas, c'est tout. Je veux pas. Alors bien sûr, on dit oui, on fait pression, on fait pression, on fait pression. Je me rends compte quand même du caractère relativement limité de la prise de conscience de l'impact du mode de vie sur la santé. Ça reste encore relativement limité. Je vois les réactions autour de moi. Donc, je suis pas certain que qu'une pétition ait vraiment beaucoup de poids. Par contre, quelque part, il faudrait que la pétition, ça soit pas l'outil qui va essayer d'induire un changement, mais que ça soit plutôt une conséquence du changement. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu d'éducation qui a été faite sur le terrain,
à la base, hein, chez nous, quoi, nous les gens, quoi, il y a tellement d'éducation qui a été faite qu'à un moment, bah, il y a une pétition qui émerge, mais elle est tellement, la pétition, ben, c'est le vote, c'est tout ce que tu veux, c'est tellement ancré dans la population que ça va changer les choses automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas la pétition qui va faire changer les choses, la pétition témoigne du changement qu'il y a eu. C'est-à-dire que le fait de réunir des millions de signatures témoigne du changement qu'il y a eu dans la compréhension de l'impact du mode de vie sur notre santé. Donc voilà ma position. Mais sinon, tu as une initiative qui est, voilà, qui est soutenable. Toutes ces initiatives, elles sont soutenables. Le problème, c'est qu'on voit rarement des grosses évolutions à partir de là. Alors, idée de vidéo pour Thierry. Grande fan de vos vidéos depuis un bon bout de temps, j'ai eu une idée pour vous, style de créer une sorte de web-série où ce soit vous filmer au quotidien, ah non, sinon faire une vidéo d'une journée type sur vos activités, vos consommations et préparation de jus. Je pense sincèrement que ça peut plaire à bon nombre de fans. Mais non, je vais pas le faire. Non, je vais surtout pas le faire parce que premièrement, tu sais moi, longtemps quand j'étais jeune, j'avais un tableau qui était affiché partout où j'allais, dans les endroits où j'habitais. C'est la reproduction d'une fresque murale qui a été peinte dans un village de Sardaigne qui s'appelle Orgonzolo. Sardaigne, pays extrêmement politisé, mais au plus beau sens du terme, un petit peu comme peut l'être la Catalogne espagnole, hein, où on connaît les notions de coopérative, d'auto-organisation, où il y a un vrai bagage politique, hein, contrairement à la France. Et donc à Orgonzolo, ils ont fait des murales, donc des peintures murales, et il y en a une où on voit une espèce de champ de bataille, et puis il y a marqué « Felice il popolo che non ha bisogno di eroi ». Donc heureux le peuple qui n'a pas besoin de héros, heureux la société qui n'a pas besoin de stars ou de quoi que ce soit. Toute cette construction, c'est encore une construction de la délégation. C'est-à-dire que si on met quelqu'un au-dessus des autres, automatiquement, il prend un statut à part et on a tous les regards qui convergent vers lui. Pour moi, ça fait partie aussi de la pathologie de notre monde. Donc je ne peux pas espérer, avec ces vidéos, changer un peu le paradigme, ou en tout cas proposer un changement de paradigme et rentrer dans ce système-là. Ça ne m'intéresse absolument pas. En plus, je vais te dire, toujours pareil, ma vie à moi personnellement, pour toi, elle n'a aucune importance réelle. Ce que je fais, ce que je mange, ne peut pas être calqué, copié, collé. C'est impossible. J'ai mes conditions de vie, j'ai mon histoire. Enfin, ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là. On ne peut pas copier-coller. Ce qui est bon à copier-coller, je pense, c'est la démarche intellectuelle de compréhension. Hein. Compréhension de qu'est-ce qui sera bon pour moi, arriver à déterminer, à ressentir cela. Et c'est ce que j'essaie de partager dans les vidéos. Mais non, je ne veux pas filmer mon quotidien, je ne veux pas faire de journée type. Je sais que peut-être ça aurait du succès, mais tu sais, pour faire 3 millions de vues sur YouTube, c'est pas très compliqué. Hein. Tu fais une vidéo de jeu ou une vidéo de n'importe quoi d'autre d'un petit peu provocateur. Si je voulais accumuler les vues, ce serait pas extrêmement difficile. Il suffit de faire de la provocation. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment donner des moyens d'autonomisation. Donc non. Et ça, pour moi, les deux plus gros travers qu'on peut avoir quand on est en train de changer de mode de pensée, mais qu'on est encore pas mal ancré sur l'ancien modèle, c'est qu'est-ce qu'il fait lui que je fasse pareil? Ça marche pas. Et deuxièmement, c'est un légume ou un fruit comme un remède. Hein, c'est-à-dire, je vais prendre ce légume ou ce fruit pour faire ceci. Ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus parce qu'on se rend compte que finalement, il faut coller au plus près aux besoins du corps, mais ça c'est individuel. Hein. Donc ça va être directement ce dont tu vas avoir toi besoin. Le seul moyen de le savoir, c'est que tu le saches. Et pour le savoir, il va falloir se muscler. Muscler son ressenti, muscler sa compréhension, muscler sa capacité à se dire ok, j'ai fait ça, ça a donné ça pour conséquence, donc je le referai plus, ou je le referai, ou je vais aller plus loin. Donc arriver à bâtir vraiment une pensée dialectique de la réflexion. Donc, pas de série, c'est fini. Oh, puis franchement, hein, je vais vous épargner ça. Faim et perte de poids. Bonjour, je vous écris. J'ai plus les prénoms là avec ces nouveaux formulaires. Je vous écris car j'ai un problème qui, je pense, en concerne beaucoup. On est plusieurs à avoir tout le temps faim lorsqu'on consomme des légumes, même en grande quantité. Ouais, des légumes, c'est beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau et de micronutriments. T'as pas trop de macronutriments. Hein. Et souvent, cela nous fait craquer vers des aliments non physiologiques. Eh bien, tiens, quand tu as faim, on ressent cependant plus facilement la satiété lorsqu'on mange des fruits naturels. Il y a des sucres, les sucres ça nourrit beaucoup plus que l'eau et les micronutriments.
Actuellement, je ne sais pas trop comment faire. Plus je mange physiologique et plus je maigris. Je pèse ce matin 61,5 kg pour 1,83 m et ne parviens pas à reprendre de poids. Je me nourris de jus de pommes de terre cuites à la vapeur douce que je mélange avec de l'huile de coco et mange un smoothie de banane par jour. Ça me cale assez bien, je n'ai pas trop faim. Mais je maigris, je n'arrive pas à reprendre du poids. Comment prendre du poids en mangeant surtout des fruits comme l'a fait Thierry pendant un temps? Comment faire pour ne pas avoir toujours faim avec des légumes? Je vous remercie. Alors, comment faire pour ne pas avoir toujours faim avec des légumes? Avec des légumes, tu auras faim techniquement. Pourquoi? Parce que ça apporte, en termes de micronutriments, ça apporte pas des quantités colossales. Donc les fruits apportent beaucoup plus de micronutriments. Les fruits sucrés, les fruits gras, ça va t'apporter des sucres, les graisses. Dans les légumes, tu vas trouver des acides aminés, des protéines, tu vas trouver des micronutriments en grande quantité, tu en trouves aussi dans les fruits. Mais se passer totalement de fruits, ça me paraît sans intérêt déjà, parce que pour moi au contraire le fruit est vraiment un aliment de choix pour l'être humain, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc non, tu peux y aller sur les fruits. Après l'histoire c'est toujours pareil, chaque fois qu'on change de régime alimentaire, à un régime alimentaire il y a une flore intestinale donnée, donc quand tu changes de régime alimentaire, il y a des personnes pour qui le changement de flore intestinale pour leur permettre d'assimiler la nouvelle nourriture va être rapide. Il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus lent. Donc chaque fois qu'on perd du poids, moi je dis ça parle de deux choses. Ça parle d'un défaut d'assimilation et d'un défaut d'utilisation des nutriments. Parce que il y a d'abord à discriminer. Est-ce que ta ration alimentaire est suffisante? Tu fais 1,83 m. Bon, je sais pas ce que tu décris, là tu décris smoothie, pommes de terre, enfin 1,83 m, t'es grand, si tu fais du sport, faut y aller, il faut manger quand même, hein, tu peux t'amuser à regarder un petit peu ce que tu manges sur la journée, mais en termes de fruits, moi je ne limiterai pas. De toute façon, je vois pas de raison de limiter les fruits. De toute façon, je vois pas de raison de limiter le corps. On se rend compte que le corps régule très bien son poids corporel à partir du moment où on le place dans les bonnes conditions. Donc il ne s'agit pas de limiter, il s'agit de le placer dans le bon cadre et ensuite de lui lâcher la bride. Donc déjà vérifier que tu manges assez au besoin en essayant de manger plus et de voir ce que ça fait. Ça c'est un des premiers facteurs. Deuxièmement, défaut d'assimilation et défaut d'utilisation. Défaut d'assimilation, ça veut dire défaut au niveau de la barrière intestinale. Population bactérienne qui ne s'est pas adaptée parce qu'il y a eu un changement trop rapide. Faire un peu machine arrière, y aller beaucoup plus progressivement dans les changements. Ça demande du temps pour vraiment prospérer uniquement sur des fruits. Ça demande de l'adaptation du corps à ça. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu du temps pour y arriver. Défaut d'utilisation, donc on parle globalement des glandes surrénales, défaut de production de cortisol pour l'utilisation du sucre, ou trop de production de cortisol parce qu'on est en état de stress, que ça fait une résistance à l'insuline. Donc tous ces phénomènes-là vont être liés soit de la fatigue, soit une dysbiose intestinale ou un manque d'adaptation intestinale. Donc les règles, ça va être y aller plus doucement. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Trop maigre, y aller plus doucement, faire au besoin machine arrière. Avoir un apport équilibré en sucre et en graisse. Pensez que dans les fruits, il y a aussi les fruits gras et que ce sont des produits qui sont excellents, qui sont très nourrissants et excellents. Favoriser le fonctionnement du foie, de tous les organes digestifs et assimilatifs. Il n'y a pas vraiment de secret. Si tu passes que sur des légumes, c'est clair que ça va être compliqué. Tu vas passer d'une alimentation qui est très riche, qui est même pléthorique, à une alimentation qui est très riche en micronutriments, mais qui ne l'est pas en macronutriments. Donc tu vas avoir une carence en lipides, en glucides, en protéines. Donc il s'agit d'en prendre assez. Le fruit est vraiment le moyen idéal pour assurer cette quantité de sucre nécessaire. D'ailleurs, au départ, quand on change d'alimentation, je me suis rendu compte qu'on s'oriente beaucoup vers les fruits denses, très très denses. Les fruits secs, moi par exemple, je pouvais manger des quantités de dattes. Maintenant, des dattes, j'en mange très très rarement. Je préfère m'orienter vraiment vers des fruits beaucoup plus juteux. Mais ça veut dire que mon système s'est adapté. Il y a une adaptation. Et donc, l'adaptation du système au niveau carburant, il prend un petit peu de temps. Et il faut lui donner ce temps-là. Moi, c'est la principale des raisons. Donc, quand on perd du poids, on calme le jeu, on réduit la quantité de jus, on réduit la quantité de cru, et puis on laisse le système s'adapter progressivement. Mais parce qu'il y a un idéal intellectuel, de passer aux fruits. On rencontre ça, on se dit j'ai envie que de vivre que de fruits. Ouais, mais il faut un temps. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu fais un apprentissage, tu passes à un nouvel apprentissage, il faut le temps de faire ses classes. Et ça demande, pour certaines personnes, plus la personne a de la ressource nerveuse, plus ça va être rapide, mais pour certains, c'est très laborieux, c'est très lent. Donc c'est juste ça. Il faut accepter. De toute façon, si tu perds du poids, que tu n'arrives pas à maîtriser ton poids, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc tu augmentes les rations, ou tu modifies ta qualité, c'est-à-dire quantité-qualité. Tu essaies de voir sur lesquels des deux jouer, mais il y a une idée d'adaptation. C'est pas bon, si tu perds du poids et que ça t'inquiète,
après, il faut voir les standards de poids, hein, les indices de masse corporelle, les choses comme ça, parce que tout ça, maintenant, c'est tiré vers le haut. Hein, on est de plus en plus, la norme est de plus en plus vers le surpoids. Mais bon, si tu es raisonnablement dans une fourchette et tu te dis, ok, là, c'est un petit peu trop faible pour moi et j'en souffre et je n'arrive pas à reprendre du poids, là, il faut aller voir un petit peu quantité et qualité. Bonjour, je voudrais aborder à travers mon cas, c'est qui? Laura. Bonjour Laura. Une problématique qui n'a jamais été évoquée, qui touche beaucoup pourtant d'enfants. Il s'agit du traitement aux hormones de croissance, qui a des conséquences dramatiques. Voilà mon cas, traitement de 2 ans aux hormones de croissance entre mes 10 et 12 ans, car j'étais en dessous de la courbe de croissance. Vous voyez. Nous avons arrêté avant la fin, car ça devenait de l'acharnement, injection de substances qui faisaient vomir, prise de sang régulière et divers tests à l'hôpital. Prise de la pilule Diane 35 pendant 6 ans, arrêtée depuis 4 ans. Donc Diane 35, pilule oestrogénique, hein, qui va perturber tout le système endocrinien. Nombreux vaccins, notamment garde asile et administration de fluor pendant toute mon enfance. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, j'ai modifié mon régime alimentaire depuis que je suis tombé sur les vidéos. Je paye le prix fort les heures passées. Fatigue chronique. Je dois faire tous les jours une sieste d'au moins 1h30 ou en journée ou après le travail. Complètement déminéralisé. J'ai la peau sèche et tout le corps me démange. Je me gratte parfois jusqu'au sang. Donc complètement déminéralisé, complètement déshydraté, hein, ça va de pair. J'ai les cheveux qui tombent en continu depuis 2 ans, ils sont devenus extrêmement gras. Problème de peau, je suis très maigre et je n'arrive pas à reprendre du poids. Donc là, on parle particulièrement d'épuisement endocrinien. Je soupçonne une dysfonction des surrénales, thyroïde, reins et intestin, bref la totale. Je voudrais comprendre l'action des hormones de croissance sur le corps d'un enfant et si possible faire le lien entre ce que j'ai pris étant enfant et les problèmes que je rencontre aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a quand même de multiples facteurs. Tu parles quand même de Diane 35, tu parles de vaccins. Hein, les vaccins sont quand même composés pour la majorité d'entre eux d'aluminium. L'aluminium étant un neurotoxique majeur, obligatoirement on comprend que une fois qu'on a été exposé, ça ne fonctionne plus de manière adéquate au niveau du corps.